L'économie mondiale amorce un virage. Chapitre issu du livre Le Monde en 2035 vu par la CIA, le paradoxe du progrès. Les économies du monde entier subiront des changements significatifs dans un avenir proche et plus lointain. Les économies riches tenteront de ralentir le récent déclin de la croissance économique pour maintenir leur style de vie, alors même que la population active diminue et que les rendements de la production jusque-là élevés chutent. Le monde en développement cherchera à sécuriser ses progrès récents en matière d'éradication de la misère et à intégrer une classe en âge de travailler qui augmente rapidement. Les pays développés, tout comme les pays en développement, devront s'efforcer de définir de nouveaux services, secteurs et emplois pour remplacer le travail en usine que l'automatisation et autres avancées technologiques élimineront, ainsi qu'éduquer et former une main-d'œuvre afin de pourvoir ces postes. L'extrême pauvreté diminue. Les réformes économiques en Chine et dans d'autres pays, surtout en Asie, ont permis une amélioration historique des conditions de vie pour près d'1 milliard de personnes depuis 1990, faisant passer le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, avec moins de 2 $ par jour, de 35% à environ 10%. On vit difficilement avec 2 $, mais on n'est plus complètement dans la survie. L'amélioration des conditions de vie a provoqué un changement des comportements tout en augmentant les attentes et les craintes concernant l'avenir. Les classes moyennes occidentales sous pression. Un boom mondial dans la production à bas coût, conjointement à une automatisation en partie due aux pressions financières exercées par la concurrence, a frappé durement l'emploi et les revenus des classes moyennes aux États-Unis et en Europe durant les dernières décennies. Dans le même temps, ce boom a offert de nouvelles opportunités au monde en développement et a réduit de façon drastique le coût des biens de consommation dans le monde entier. La stagnation des salaires est l'indicateur le plus frappant de l'effort constant pour toujours diminuer les frais de production. Selon l'OCDE, le revenu médian par foyer aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Italie et en France a augmenté de moins de 1% par an depuis les années 80 jusqu'à la crise financière mondiale de 2008. La période qui a suivi la crise a apporté peu d'améliorations, sinon quelques progrès aux États-Unis en 2015. McKinsey estime que depuis 2014, dans les pays développés, les revenus des 2/3 des foyers sont au même niveau qu'en 2005, voire en dessous. La croissance stagnera. Durant les 5 années à venir, l'économie mondiale continuera de peiner pour revenir à une croissance positive et les principaux acteurs de l'économie se remettront peu à peu de la crise de 2008 en tentant de remédier à l'augmentation de la dette publique. En outre, l'économie mondiale devra aussi faire face aux pressions politiques menaçant le commerce international au moment où la Chine entreprend un effort massif pour se recentrer sur son marché intérieur. En conséquence, la majorité des plus grandes économies mondiales risquent d'obtenir, en tout cas dans les quelques années à venir, des résultats inférieurs à tous les précédents. La récession menacera en outre les récentes avancées dans la lutte contre la pauvreté. La Chine et l'Union européenne, 2 des 3 plus grandes économies mondiales, persévéreront dans leurs difficiles changements de grande ampleur pour relever la croissance à plus long terme. La Chine sera l'électron libre dans ses efforts pour continuer à augmenter son niveau de vie, tout en passant d'une économie d'investissement dominée par l'État à une économie centrée sur le consommateur et ses services. Pendant ce temps, l'Union européenne tentera de réunir les conditions pour une reprise de la croissance, tout en luttant pour limiter les dettes publiques et les divisions politiques profondes concernant son avenir. Les crises financières, l'érosion de la classe moyenne et une plus grande conscience politique des inégalités de revenus, tout cela précédant en partie la crise de 2008, ont nourri le sentiment en Occident que le coût de la libéralisation des marchés a dépassé ses gains. Résultat, le règne vieux de 70 ans du libéralisme économique à l'échelle mondiale affronte un retour de bâton populaire violent, minant les projets d'une libéralisation plus poussée, tout en augmentant les risques d'un retour en force du protectionnisme. Le monde observera avec attention les États-Unis et les tenants traditionnels du libéralisme économique dans l'attente des signes d'un retour sur leur position. Une libéralisation plus poussée pourrait se trouver circonscrite à une région du monde ou restreinte à des partenaires limités. Un gros titre en 2018. Robinhood Hacker paralyse le commerce en ligne et met la bourse sans dessus-dessous. 19 novembre 2018, New York. Le commerce en ligne a été paralysé une semaine avant le lancement des courses de Noël aux États-Unis, au Canada et en Europe, après de nombreuses attaques de la part d'un mystérieux individu se faisant appeler Robinhood Hacker. Les attaques ont créé le chaos, bloquant les paiements en ligne jusqu'à un montant estimé à plus de 100 000 $, en déclenchant une vague de shopping sur Internet qui a forcé les commerçants à stopper toutes leurs transactions. Cette interruption a fait tomber en chute libre toutes les places financières avant que tout ne soit suspendu par crainte que le hacker mystérieux ne persiste dans son forfait. Les chocs financiers et la récession économique. La croissance économique fondée sur l'endettement aux États-Unis
en Europe, en Chine et au Japon pendant les dernières décennies, a créé des bulles spéculatives immobilières et entraîne des dépenses personnelles non viables, un pic des prix du pétrole et d'autres marchandises, pour déboucher en 2008 sur des crises financières massives aux États-Unis et en Europe qui ont ébranlé les économies de nombreux autres pays. Désireuses de stimuler un retour de la croissance, certaines banques centrales ont baissé les taux d'intérêt, parfois même en dessous de zéro. Elles ont aussi tenté de stimuler la reprise à travers un programme d'assouplissement monétaire en injectant plus de 11 000 milliards de dollars au bilan des banques centrales chinoises, européennes, japonaises et américaines entre 2008 et 2016. Ces efforts ont permis d'éviter les défauts de paiement de grandes institutions financières et au gouvernement européen assiégé d'emprunter à faible taux. Ils ne sont en revanche pas parvenus à relancer une vraie croissance économique parce qu'ils n'ont pas incité les gouvernements, les grandes firmes ou les particuliers à augmenter leurs dépenses. De même, ces efforts n'ont pas créé de motivation particulière pour les banques, les invitant à augmenter les prêts pour supporter de telles dépenses, dans un contexte de prudence généralisée et d'inflation proche de zéro ou quasi négative. Les efforts engagés par Pékin, par exemple, pour raviver la croissance après la crise de 2008, ont permis de soutenir le marché du pétrole et des matières premières, comme les producteurs d'Afrique, d'Amérique latine et au Moyen-Orient qui les fournissent. Cependant, ces marchés sont en train de faiblir, d'autant que la croissance de la Chine, largement centrée sur l'investissement pour stimuler l'industrie, n'est pas viable sur le long terme. Dans cet environnement à faible taux et à faible croissance, les investisseurs demeurent nerveux. Ils oscillent entre la quête de forts retours sur investissement avec les marchés émergents et la recherche de refuge à chaque nouvelle alarme, ne fournissant alors qu'un soutien incertain à une croissance émergente potentielle. Changement du revenu réel par rapport au centile du revenu mondial, à la parité de pouvoir d'achat de 1988 à 2008. Le graphique de l'éléphant sur les changements de revenu réel des foyers entre 1989 et 2008 montre que la période de plus grande globalisation de l'économie mondiale et la croissance rapide que cela a engendré dans le monde en développement ont apporté de larges gains de revenus à tous les foyers mondiaux, des 2/3 du bas à part les plus pauvres et aux plus riches. Ce graphique et ses variations suivantes, montrant des gains relatifs légèrement différents entre les groupes mais avec le même schéma général, suggèrent que la mondialisation et les progrès industriels ont apporté relativement peu de gains au tiers le plus haut des foyers mondiaux, à part pour les plus riches. Ce segment inclut de nombreux foyers aux revenus faibles, à moyen des États-Unis et d'autres économies développées. Les données de ce graphique montrent seulement les changements pour chaque centile de revenu. Des foyers individuels dans chaque pays ont pu monter ou descendre à l'intérieur de leur centile et peuvent donc sembler avoir des gains significativement plus grands ou plus petits que ces moyennes mondiales.